Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Jean-Loup Bonamy, qui est normalien, professeur agrégé de philosophie, spécialiste de géopolitique et auteur avec Renaud Girard de ce livre « Quand la psychose fait dérailler le monde ». Et c'était aux éditions Gallimard, dans le petit tract de Gallimard. Dans la collection Tract, remarquable collection d'ailleurs, il faut le dire. Jean-Loup Bonamy, ça me rappelle Raymond Queneau. Et tu causes. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, là, votre titre, il tombe vraiment à point, entre les élections américaines, entre le confinement français et autres, d'ailleurs, le confinement mondial, à peu près, entre les attentats, entre tout cela, c'est vrai que la psychose n'a pas beaucoup de soucis à se faire en ce moment. Oui, bien sûr, André Berkov. En effet, notamment pour nous, le facteur principal de la psychose, c'est la pandémie de Covid-19. Alors, disons, la particularité de notre livre, c'est que on a voulu tenir à la fois un discours rassurant, opposé à la psychose ambiante, en expliquant que le Covid n'était pas une maladie très grave, puisque sa mortalité est inférieure à 0,5%, mais en même temps, nous ne sommes pas du tout dans le déni, nous ne prenons pas du tout la maladie à la légère, et en fait, cette maladie, elle pose un problème bien réel, extrêmement grave. Alors, ce n'est pas du tout la mortalité, mais c'est la saturation des services hospitaliers. Et ce qu'on a voulu faire dans ce livre, ce n'est pas du tout être uniquement dans la critique de la psychose, mais vraiment d'être constructif et d'être dans la proposition d'une stratégie sanitaire alternative, plus efficace que le confinement, parce qu'en fait, on pense que sur le plan strictement sanitaire, le confinement ne marche pas très bien. Indépendamment de ses effets économiques désastreux, on pense que sur le plan sanitaire, stratégie moyenne, assez médiocre, et on voulait proposer une stratégie alternative plus efficace pour désengorger les hôpitaux et sauver des vies. Alors justement, Jean-Loup Bonamy, mais avant de rentrer dans le détail, on va le faire, on pourrait vous dire quand même, on va jouer non pas les esprits chagrins, mais ni vous ni Renaud Girard n'êtes médecin, ni épidémiologue, ni rien du tout. Alors de quoi vous vous mêlez, de quoi je me mêle, puisque vous n'avez pas les instruments pour mesurer la gravité du mal ou de la pandémie. Que répondez-vous à cela? Alors merci pour cette question, je vais vous répondre très rapidement en 3 points. Premier point, le Covid-19, vu les proportions prises, ce n'est pas uniquement un problème sanitaire. C'est devenu une crise. Le président a parlé de guerre, il a répété sur un ton martial, nous sommes en guerre. On le répète toujours sur l'émission. On le répète toujours dans l'émission. Or, justement, en tant que spécialiste de la géopolitique, la guerre, la crise, la gestion de crise, là c'est notre domaine. Renaud Girard, en 1994, ça a été l'un des premiers reporters occidentaux à couvrir le génocide du Rwanda, 1 million de morts, à alerter l'opinion française sur ce qui se passait sur place. Donc on parle du point de vue de la gestion de crise. Deuxièmement, nous ne sommes pas médecins, mais les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres. Quand je dis le Covid-19 a fait 1 million de morts, c'est 1 million de trop. C'est grave, mais le cancer fait 9 millions de morts dans le monde chaque année et c'est quelque chose qui, bien sûr, c'est 9 millions de trop. Et la grippe en fait presque autant aussi. Oui, et qui ne nous paraît pas insupportable. Et troisièmement, surtout, pour écrire ce livre, on s'est beaucoup appuyé, d'une part, comme on fait de la géopolitique, sur ce qui se passait à l'étranger. Vous avez par exemple parlé de la Slovaquie. Donc on s'est beaucoup inspiré des expériences concrètes menées avec succès à l'étranger. Et d'autre part, on s'est beaucoup appuyé sur des médecins qui, en fait, pensent comme nous, des généralistes, des urgentistes, des réanimateurs, des pneumologues, des infectiologues. Avec qui vous a consulté beaucoup de médecins. Le frère de Renaud Girard, d'ailleurs, est médecin urgentiste, il pense comme nous. On s'est également appuyé sur le professeur Olivier Dessoir, qui est réanimateur à Toulouse et qui s'est vraiment battu courageusement contre le Covid et qui est très hostile au confinement. Et donc, on s'est appuyé sur de nombreux médecins. Donc, notre stratégie sanitaire, elle ne sort pas du tout de notre imagination farfelue, mais d'expériences concrètes menées à l'étranger avec succès et de remontée du terrain. Alors justement, non mais tout à fait, mais il fallait éclaircir cela pour les personnes qui pourraient dire attendez, au nom de quoi, c'est toujours pas au nom de quoi vous parlez, bien sûr que vous parlez au nom, et d'abord du citoyen,
C'est-à-dire qu'il a tout à fait le droit de se interroger, puisque ces mesures et ce qui se passe avec le Covid-19, en tout cas les mesures, nous concernent absolument tous. Elles nous concernent tous. Alors justement, rentrons dans les détails. Pourquoi, à votre avis, le confinement n'est pas la solution, puisque, et je vais vous dire, je partage de ce point de vue, j'ai lu le livre, je partage votre avis. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiné, et puis vous avez vu, on vient de reconfiner, et on ne sait pas jusqu'à quand. Oui. J'ajoute, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très drôle, nous sommes renseignés aujourd'hui par Disneyland. Disneyland a fait une affiche en disant qu'on serait, qui dit voilà, on est tout le temps ouvert, simplement là on sera fermé jusqu'au 15 décembre, et à nouveau de début janvier au 15 février. C'est-à-dire c'est Mickey qui nous annonce confinement ou déconfinement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, c'est officiel. Voilà, c'est les projections de Disneyland. En fait, ils ferment en janvier aussi parce que c'est le mois où ils ont le moins de fréquentation. C'est vrai aussi. Et donc, comme de toute façon, il n'y aura pas de touristes, confinement ou déconfinement, ils ferment en janvier pour faire leur maintenance. Alors, revenons au confinement. Pourquoi vous dites que c'est pas vraiment ça la solution? Alors, pour plusieurs raisons. Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon, André Berkoff? Je suis allé au Japon. Vous savez que c'est un pays qui est gravement frappé par un mal, à savoir le mal sismique, les tremblements de terre. Est-ce que les Japonais, de manière délirante et mégalomane, se sont mis en tête d'empêcher les tremblements de terre? Non. On ne peut pas les empêcher. C'est un phénomène naturel qui ne dépend pas de nous. On ne peut pas empêcher les tremblements de terre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non, pas du tout. On peut faire plein de choses contre les tremblements de terre. 1, les détecter pour essayer de les prévenir, de les anticiper, de faire évacuer la population. Et 2, surtout, les Japonais sont devenus les maîtres dans cet art, faire de la construction antisismique, parce que ce qui tue dans le tremblement de terre, c'est quand le bâtiment s'effondre sur vous. Donc on n'essaye pas d'empêcher le tremblement de terre, on vit avec, mais on fait des choses beaucoup plus efficaces. Le virus, c'est la même chose. Le virus, c'est une création de la nature. On ne sait même pas exactement comment il se transmet, pourquoi certaines personnes l'attrapent ou ne l'attrapent pas, et on ne sait pas du tout lutter contre une épidémie respiratoire. Quand le gouvernement dit l'épidémie est devenue hors de contrôle, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai que maintenant elle est hors de contrôle, mais par contre elle n'a jamais été sous contrôle. Cet été, si l'épidémie est retombée, c'est en fait pour un facteur saisonnier. Alors, ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais vous savez que dans les régions à climat tempéré, comme l'Europe, les virus respiratoires sont saisonniers. C'est pour ça qu'on parle de grippe saisonnière qui revient chaque année. Ailleurs dans le monde, au Brésil par exemple, la grippe climat tropical circule toute l'année. Mais c'est bien connu que les coronavirus, qui sont responsables des rhumes et qui sont les cousins du Covid-19 actuel, ou la grippe, circulent en fait avec plus de virulence l'hiver. Donc si l'épidémie s'est arrêté en avril-mai, c'est un peu en raison du confinement et beaucoup à cause de la saison. D'ailleurs, elle s'est arrêtée aussi en Suède au même moment où il n'y a eu aucun confinement. Tout à fait. Et si elle repart aujourd'hui, ce n'est pas du tout à cause d'un déconfinement trop rapide ou de Français qui ne respecteraient pas les gestes barrières, d'un relâchement. Ça, c'est une vision moralisatrice et culpabilisante tout à fait fausse. Si elle repart aujourd'hui, comme on l'avait prévu dans le livre, nous on annonçait explicitement qu'il y aurait une seconde vague à la saison automne-hiver. Parce que c'est la saison. Parce que c'est la saison. Et qu'il fallait préparer le système hospitalier à ce choc. Donc, hélas, on avait prophétisé, on avait raison. Et tout simplement qu'il fallait préparer le système hospitalier. Donc, si l'épidémie repart aujourd'hui, c'est pour des facteurs saisonniers. Or, le confinement n'influence absolument pas la saison. Le taux d'humidité dans l'air, le confinement n'y change rien. On va en continuant à parler, c'est passionnant, avec vous Jean-Loup Bonamy, après les informations, et ensuite on aura nos auditeurs. Voilà, nos auditeurs qui peuvent nous appeler évidemment au 0826 300 300, poser des questions à notre invité, Jean-Loup Bonamy, qui parle de la psychose qui fait dérailler le monde. Et puis revenez aussi sur les autres sujets, l'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on est en train de tomber dans l'abolition de la démocratie parlementaire? Et puis si vous avez des idées vous aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis, s'il y a eu fraude ou pas, eh bien on vous reçoit aussi. À tout de suite. Jean-Loup Bonamy, vous êtes enquêteur avec Renaud Girard de Quand la psychose fait dérailler le monde, dans l'excellente collection Tract chez Gallimard. Alors on parlait justement du confinement. Vous avez vu ce que ça provoque d'ailleurs comme psychose à l'Assemblée nationale. Olivier Véran qui perd ses nerfs, on peut le comprendre, mais enfin quand même. Où il dit sortez aux députés. Jean Castex qui dit comment les maires, vous incitez les maires à la rébellion alors que les maires n'ont pas besoin d'être incités pour se dire voilà ce qui se passe avec les petits commerçants.
En fait, le confinement provoque aujourd'hui, on voit bien le confinement 2, provoque beaucoup plus de réactions que le confinement 1. Le confinement 1, on a l'impression tout se passait comme si on l'acceptait. On disait, voilà, bon, on va en sortir, mais c'est un mal nécessaire, etc. Et là, on voit qu'il y a quand même, les Français sont disciplinés, etc., mais qu'il y a même ça et là, les petits commerçants, les 2 poids, 2 mesures, en tout cas, c'est ressenti comme 2 poids, 2 mesures, les écoles, les transports, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est vécu aussi mal? Et c'est parce que le confinement en tant que tel n'est pas une solution. Oui, alors en fait, simplement déjà le premier confinement, ça va être des centaines de milliers de chômeurs en plus. En France, à cause du premier confinement, seulement du premier confinement, il y a 1 million de pauvres en plus en France. Ça a jeté 1 million de gens dans la pauvreté. Le nombre de gens qui, pour se nourrir, recourent à l'aide alimentaire a augmenté de 30%. Et par exemple, le Secours populaire dit que 45% des gens qui sont venus cette année, parce qu'ils ont une vraie explosion de demandes, que 45% des bénéficiaires de leur aide étaient inconnus auprès de l'association. Donc c'est vraiment des gens qui ont été, voilà, 45% des gens cette année. Donc il y a vraiment des gens qui ont été appauvris par le confinement. Et donc là, on a un deuxième confinement qui, en plus, paraît absurde. Je peux donner un exemple. On va parler de mon cordonnier. Mon cordonnier, il a fermé pendant 2 mois. Ça a été une catastrophe économique absolue pour lui. Pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Il rouvre le 11 mai. Alors, avec un protocole drastique qu'il a lui-même défini, jamais plus de 1 client dans son échoppe. Vous venez avec votre père, par exemple, il n'y a qu'un seul des 2 membres de la famille qui peut rentrer. Très bien. Une vitre en plexiglas entre lui et le client. 2 mètres de distance. Vous vous tenez à 1 mètre derrière la vitre. Il y a la vitre au bout d'1 mètre et lui se tient à 1 mètre encore de l'autre côté de la vitre, ça fait 2 mètres. Masque obligatoire pour le client et pour lui. Gel hydroalcoolique. On lui passe par une forme de petite fente les chaussures, immédiatement il les désinfecte au gel hydroalcoolique. Risque de contamination 0, absolument nul. Eh bien là, on va refermer son commerce, alors que le risque de contamination est nul. Et justement, alors on peut dire, oui, mais quand même, pour venir travailler, il doit sortir de chez lui. Bah oui, il va sortir de chez lui, prendre sa voiture dans son garage, mettre son masque, tout seul dans sa voiture, fermée, aller dans son échoppe, rentrer tout seul dans son commerce. Donc risque de contamination 0. Est-ce que si on rouvre mon cordonnier, ça va faire bondir le nombre de gens en réanimation? La réponse est non. Et surtout, il y a une idée qui est très importante, c'est que moi je suis très inquiet pour le système hospitalier français. En effet, qu'est-ce qui finance le système hospitalier français? C'est les impôts. Donc, quand, par exemple, vous allez chez votre cordonnier ou au restaurant, vous payez une TVA et c'est cette TVA qui finance le système hospitalier. Si l'activité économique se contracte, il y aura moins de rentrées fiscales, moins d'impôts, moins de charges, moins de taxes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins d'hôpitaux, moins de lits, moins de respirateurs, moins de soignants, des soignants qui font un métier admirable et qui sont déjà très mal payés. Nos soignants sont parmi les plus mal payés d'Europe. Et qui font un métier fatigant. Exactement. Ce sont des gens fatigués psychologiquement qui prennent en charge des gens fatigués et malades physiquement. Et donc nos soignants, à cause du confinement et de la contraction de l'économie, ils vont être encore moins nombreux, moins bien payés, avec moins de moyens et moins de respirateurs. Donc ce que vous dites, Jean-Loup Bonamy, de la même façon, si les petits commerçants appliquaient, il n'y a pas de raison qu'ils les appliquent pas. Et ils les appliquent très bien, ils n'ont aucun intérêt à faire mourir leurs clients. Oui, c'est ça. Leur clientèle. Non, mais bien sûr. Mais alors, et c'est beaucoup plus facile d'appliquer et de respecter et de vérifier que c'est bien respecté les gestes barrières dans un petit commerce avec 1 ou 2 clients que dans une grande surface avec des centaines de clients. D'un côté, on peut mieux appliquer les gestes barrières, mieux les respecter et mieux les vérifier. Et de l'autre, on peut aussi, si jamais il y avait quand même un cas contact, beaucoup plus facilement retracer que 400 personnes en même temps dans un supermarché. Alors comment vous expliquez que, en principe, ce sont des gens de raison qui nous gouvernent et qui gardent quand même quelques neurones? Comment vous expliquez que ça, ce que vous dites qui effectivement est au coin du bon sens, ils ne le comprennent pas, et surtout ils ne l'appliquent pas, ils appliquent le contraire?
À mon avis, ils appliquent le contraire parce que, comme tous d'ailleurs, ils ont été surpris. Vous savez qu'en 2003-2004, il y a eu un premier coronavirus qui était le SRAS, qui était le cousin et l'ancêtre du Covid actuel, en beaucoup plus méchant, puisqu'il avait un taux de mortalité de 10%. Et la France n'a pas été touchée par ce virus, mais elle avait mis en place un plan sanitaire de réponse très détaillé, très organisé et excellent. Et dans ce plan, il n'est absolument pas question ni de confinement, ni de fermeture d'école. Voilà. Ça, et on l'a reçu, justement. Et là, le problème, c'est que depuis, en à peine 15 ans, la France a perdu cette culture, disons, du plan, de la stratégie, de l'anticipation. Et on se retrouve démunis face à une menace qu'on n'avait pas prévue. Mais Jean-Loup Bonamy, vous dites qu'ils ont été surpris. Attendez, est-ce qu'ils n'ont pas tiré la leçon du premier reconfinement ? Eh bien, apparemment, moi je pensais que Monsieur Castex, le Premier ministre des maires, le Premier ministre des territoires, Monsieur Déconfinement, avait tiré toutes les leçons. Et j'ai peur que pour le moment, provisoirement, en fait, ce ne soit pas le cas. Mais espérons, le but de ce livre, nous, on n'est pas du tout dans une vision de procès ou d'accusation. Si on s'empare de nos solutions alternatives, on sera les premiers à applaudir. Alors, c'est quoi vos solutions alternatives ? Alors, nos solutions alternatives, en fait, elles reposent sur 2 piliers. Le premier pilier, qui est normalement ce qu'on fait dans toutes les épidémies, ce que fait la médecine moderne dans toutes les épidémies, c'est tester, isoler, traiter. D'ailleurs, je suis très surpris, le gouvernement parle beaucoup, à raison, de tester, tracer, isoler, mais il oublie traiter, qui est fondamental. Ce qui est quand même fondamental, ce qui est le mot le plus important. Les médecins traitants. Voilà, les médecins traitants. Donc, ce qu'il faut, c'est dépister massivement la population. Vous l'avez très bien dit, ce week-end, la Slovaquie a, en 2 jours, dépisté avec des tests antigéniques très rapides et peu chers, qui donnent des résultats vraiment dans la journée, en quelques minutes ou quelques heures. Ils ont dépisté 85% de la population. Donc il faut tester massivement la population. S'il y a des gens qui sont malades, on les isole dans des hôtels qui sont vides, comme le recommande l'Académie de médecine, ou comme ça se fait en Corée du Sud. Et surtout, on les traite. Alors comment est-ce qu'on les traite ? En fait, le Covid-19, c'est une maladie qui se soigne très bien, et ça fait désormais consensus chez les médecins. Il y a un triptyque, corticoïdes, oxygène, c'est fondamental, anticoagulant pour éviter l'embolie pulmonaire. Si jamais on fait ça à temps, parce qu'il faut le faire le plus tôt possible, plus c'est traité tôt, mieux c'est, précocement, et le taux de passage en réanimation s'effondre, et le taux de mortalité aussi. Et pour ça, parce que Jean Castex a essayé un peu de biaiser en nous disant oui, il faut 13 ans pour former un médecin anesthésiste réanimateur. C'est vrai. Mais pour mesurer un taux d'oxygène dans le sang, donner de l'oxygène avec un masque sans intubation, ce qui peut se faire soit à l'hôpital hors réanimation, soit à domicile. À domicile. N'importe quel médecin généraliste peut le faire. Une infirmière. Donner des corticoïdes, c'est quand même facile. Et ça, il y a vraiment un consensus là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu au printemps, la France s'est écharpée autour de la figure de Didier Raoult. Mais en fait, il y a un consensus, c'est que Didier Raoult, dans son protocole de soins, il n'y a pas que la fameuse chloroquine, très controversée. Mais il traite. Il y a aussi les corticoïdes et l'oxygène. Et d'ailleurs, ça a été l'un des premiers en France à le faire et à dire qu'il fallait le faire. Et les ennemis de Didier Raoult, qui sont très anti-chloroquine, disent aussi oxygène, corticoïdes, anticoagulants. Donc, pour une fois que sur le Covid-19, on a un consensus médical en France, ce consensus, on ne l'applique pas. On laisse l'erreur fondamentale du printemps, ça a été de dire aux gens, restez chez vous, attendez et prenez du Doliprane. Et si vous sentez que vous commencez à étouffer, faites le 15. Et ça a été vraiment la solution la plus mauvaise. Mais en fait, on en est encore là, parce que ce qu'il faut, c'est dépister et dépister pour soigner. On va en parler après cette petite pause. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité Jean-Loup Bonamy, qui nous présente son livre « Quand la psychose fait dérailler le monde » aux éditions Gallimard. Et puis vous aussi, vous nous appelez, et on va donner tout de suite la parole à Sylvie, qui nous appelle de la Manche. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour André Berkov, bonjour à votre invité. Je voulais réagir à l'intervention de Monsieur Véran qui
que j'ai trouvé pathétique sur le plan personnel et qui est à l'image, je trouve, de ce qu'on a vécu jusqu'à... C'est-à-dire que ces gens-là se sont crus tellement tout-puissants qu'ils ne se sont même pas sentis obligés de se déplacer pour un vote qui me paraissait quand même important. Prolonger un état d'urgence, c'est pas une petite décision. Ils étaient sûrs de leur coup, comme d'habitude, tout ça avait marché jusqu'à maintenant. Et du coup, voyant une opposition enfin se manifester un peu, qui me demandait d'ailleurs juste à réduire, ce qui me paraissait logique, en disant on voit et puis on reprolonge après. Oui, absolument. C'était pas, ils n'avaient pas fait non plus. Non, c'était pas la révolution, non. C'était pas Robespierre, non. On n'était pas dans un acte révolutionnaire. Et du coup, ça a déclenché une colère, mais d'une hystérie, où M. Véran, médecin au demeurant, découvre les urgences et découvre que dans les urgences, il y a des gens qui meurent et des gens jeunes qui meurent. Mais on a envie de dire, mais M. Véran, c'est le quotidien de tous les soignants au quotidien, tous les jours. Alors la culpabilité, comme ils font sur chacun de nous tous les jours, sur les députés. Oui, j'ai vu quelqu'un de 28 ans mourir. Ben oui, tous les jours, il y a des gens de 28 ans qui meurent, malheureusement. C'est triste, mais c'est de mettre en avant comme ça l'âge de... Enfin, je trouve ça pathétique et je trouve que c'est il a parlé que des jeunes. Vous savez, il a vu quelqu'un de 18 ans et un autre de 35 ans. S'il regardait, c'est toute la population qui meurt. Non, on ne sait pas s'ils étaient malades du Covid, ces gens-là. Ils étaient en réanimation. Bon, peu importe. Et par rapport à l'intervention de votre invité, ce qui commence à devenir justement, et je pense que c'est la faille dans le système, c'est que des gens de bon sens commencent à proposer des solutions de bon sens, c'est-à-dire évidentes. Eh ben, écoutez, voilà, là ça marche, on a fait ça, et on se pose la question de dire, mais pourquoi ces gens-là ne sont pas écoutés? Pourquoi notre ministère de la Santé s'est transformé en un cabinet de voyance où on nous prédit dans une boule de cristal des 400 000 morts? Enfin, on s'en fout de ça, je veux dire. Le problème, c'est de dire, comment on traite, écoutez, comment on fait. Oui, parce que vous voyez, vous avez dit à votre invité, mais vous n'êtes pas médecin. Mais on n'est pas obligé d'être médecin pour avoir du bon sens, puisqu'il y a des médecins qui nous informent. Il y a des médecins, entre autres, là je fais une petite parenthèse, les médecins qui nous informent, comme le docteur Fouché, sont quand même convoqués par la PHTM. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc on ne sait pas, voilà. Mais quand on a de l'information aujourd'hui, on a du recul, on a de l'information, manifestement il y a des solutions. Et c'est la seule réponse, c'est l'autoritarisme, l'hystérie, l'énervement. Et c'est là où les gens ne comprennent plus, ils ne veulent plus se soumettre. Alors justement, Sylvie, je crois que vous avez très très bien formulé effectivement ce qui se passe et l'indignation d'un certain nombre de gens, d'hommes et de femmes par rapport à ça. Jean-Loup Bonamy, justement, la psychose aussi, elle s'installe là et c'est pas une psychose, enfin la psychose de la part de gens. Vous voyez, ce que dit Sylvie, c'est on comprend pas, c'est l'incompréhension et là c'est pas de la polémique vis-à-vis de X, Y ou Z. C'est vraiment l'autoritarisme d'un côté versus le bon sens. Alors, est-ce que vous, par exemple, pouvez dire, voilà, vous faites un livre et c'est très bien et il est très bon, c'est pour ça qu'on vous invite, mais est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que des gens comme vous, quand vous faites un livre comme ça, est-ce que vous avez des réactions en disant oui, c'est vrai que ce serait peut-être pas mal de voir ça? Ou est-ce que ça reste, voilà, on en parle et puis ça s'arrête là? Alors oui, j'ai beaucoup de réactions très positives, que ce soit des réactions de journalistes, des réactions de gens ordinaires de la population qui ont lu le livre, de patrons dans les milieux d'affaires, d'hommes politiques et surtout de médecins, de soignants qui sont tout à fait d'accord avec ce qu'on dit et qui sont d'accord partiellement ou totalement, en tout cas qui sont toujours d'accord sur les solutions qu'on apporte. J'ai l'impression que, et c'est là qu'est le
problème. Là, les seuls dont je n'ai pas de retour pour le moment, c'est la technostructure administrative du ministère de la Santé. C'est un tout petit peu gênant parce que c'est elle qui prend les décisions. Et si un jour on doit appliquer cette stratégie et ces solutions, ça sera a priori avec elle. Donc, c'est les seuls dont je n'ai pas de retour. Vous n'avez pas eu d'écho? Non, je n'ai pas eu d'écho. Et je crois que les médecins, les nombreux médecins qui pensent comme nous, qui nous ont soit conseillés en amont, soit félicités et approuvés en aval, n'ont pas de retour non plus. Intéressant. Allez, on retourne au standard. On va donner la parole à Jean qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Jean. Oui, bonjour Jean. Oui, bonjour André. Je voulais intervenir en fait concernant les élections américaines. Oui. Et je voulais dire ce que je pensais. Je pense que les républicains ont logiquement et légitimement de quoi être révoltés de se faire voler l'élection. Alors il y a une chose qui me choque, je vais déjà expliquer pourquoi, c'est aussi le traitement des médias français à nouveau. Bon, historiquement, on nous a expliqué que Trump n'aurait aucune chance de gagner. Bon, on voit que les élections sont très serrées. Et maintenant, on nous explique, avec tous les envoyés spéciaux français qu'il y a aux États-Unis, que en fait, Trump est un mauvais perdant, un horrible mauvais perdant, et que c'est une manœuvre de sa part. Alors je pense que la réalité elle est tout autre. La réalité c'est que je pense qu'il se fait vraiment voler les élections. Alors il y a eu une interview qui circule aux États-Unis sur un fraudeur démocrate qui a expliqué comment il faisait pour frauder. Absolument. Absolument. On lui avait. Non, mais je l'ai vu cette interview et on lui a demandé. J'en ai pas parlé dans la première partie. On lui a demandé de réserver. C'est vrai, c'est assez. Et il l'a dit absolument pas du tout caché, pas du tout en caméra cachée. Il l'a dit effectivement de façon nominale, enfin en se présentant. Il a dit voilà, on m'a demandé de tous ces bulletins de les mettre de côté et de les antidater. Ils sont arrivés après le 4 novembre ou le 4 novembre et de les antidater au 3 novembre. Alors André, il y a ça, mais alors ils ont expliqué aussi comment ils font. Hein. Oui. Alors ils doivent faire le tour des domiciles et convaincre les citoyens de laisser les fraudeurs démocrates poster le courrier de vote qui est spécifique, c'est une enveloppe spécifique à leur place. Oui. Après, ils ouvrent l'enveloppe à la vapeur et changent le bulletin. Et après, ils repostent les bulletins dans différents. Après, sur certains quartiers qui sont pro-Trump, certains postiers démocrates peuvent jeter tous les bulletins. Après, dans les maisons de retraite, les infirmières sont rémunérées pour aller poster certaines enveloppes avec des bulletins démocrates. Ils l'ont expliqué. Hein. Et en fait, ils vont. Alors ils peuvent aller voter un jour d'élection à la place d'un citoyen qui est recensé abstentionniste, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de carte d'identité pour aller voter. Oui, c'est exact aux États-Unis. Ce qui est hallucinant. Alors, ça, moi, quand j'ai appris ça, j'avoue que je l'ignorais. Et quand j'ai appris qu'il ne fallait même pas présenter une carte d'identité, mais de ce point de vue, la France, qu'est-ce que nous sommes à l'avance? Vous avez vu que nous, on a interdit en France. Le vote par correspondance a été interdit because des fraudes depuis 1975. Faut le savoir. Exactement. Alors parce qu'en fait, c'est l'absence de carte d'identité, c'est parce que ça serait une preuve de racisme. Donc la France c'est sans doute un pays raciste. Alors dernier point sur ma démonstration, c'est la participation. J'entendais ça quand même. Parce que dans le Wisconsin, sur 10 ans, la participation moyenne sur toutes les élections américaines, c'était 50%. Sur la dernière élection, c'était 60%. Et là, ils sont à presque 80% cette année. Avec les bulletins. Oui, alors on se demande en fait d'où sortent les 20% de différence. Et c'est un État qui avait 10 grands électeurs et qui, bien sûr. Donc en fait, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même, c'est peut-être la plus grande démocratie du monde, mais il y a vraiment des questions à se poser. Disons qu'il y a un côté sicilien là qui vient d'apparaître. Enfin, je n'ai rien contre la Sicile que j'adore comme île, mais mais je crois que vous avez, et c'est pour ça en tout cas que les choses ne sont pas terminées. Et que je pense que ça va passer effectivement par judiciarisation de la chose et que ça va durer encore quelques temps. Merci beaucoup Jean de Bayonne, et puis continuez de nous appeler au 0826 300 300, psychosanitaire, abolition de la démocratie parlementaire, fraude électorale, voilà tous les
sujet, on vous attend. Et André Berkoff est toujours avec son invité Jean-Loup Bonamy, normalien, professeur agrégé de philosophie, spécialiste de géopolitique et auteur de ce livre Quand la psychose fait dérailler le monde, et c'est aux éditions Gallimard. Eh bien, nous donnons aussi la parole à nos éditeurs 0826 300 300 et tout de suite, on donne la parole à Fabrice qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à toute l'équipe. Je voulais vous lire mon résultat de test parce que je suis bloqué depuis une semaine. Ah d'accord, oui. Alors, détection incomplète des gènes du SARS-CoV-2, une séquence virale détectée sur les 2 testés. En conséquence, résultat positif probable au vu du contexte épidémique à interpréter en fonction de l'examen clinique. Donc je suis bloqué à la maison parce que... C'est écrit en français ça? C'est écrit en français ou dans quelle langue? Je suis en train de vous lire mon résultat que j'ai téléchargé sur le téléphone pour pouvoir le lire correctement. D'accord. Oui, c'est pas voilà, mal. donc j'ai eu la secrétaire médicale de mon médecin. Quand j'ai lu le texte, elle a éclaté de rire. Elle me dit, on me l'avait jamais fait. Ben, j'ai dit, vous pouvez l'encadrer. Oui, elle est pas mal, oui. Donc voilà, je suis bloqué à la maison pendant une semaine. Vous pouvez, juste parce que ça vous pouvez la relire, s'il vous plaît? Ah ben, tout à fait, oui. Alors, détection incomplète des gènes du SARS-CoV-2. Oui. Entre parenthèses, une séquence virale détectée sur les 2 testés. Probable au vu du contexte épidémique à interpréter en fonction de l'examen clinique. Bon, écoutez, on va envoyer ça à nos médecins spécialistes et on va essayer d'avoir une traduction. Non mais c'est intéressant. Voilà. Et vous vous sentez comment? Vous sentez comment là, Fabrice? Ah mais je suis mort de rire. Mais tant mieux, tant mieux. Ça c'est le plus important. Aucun symptôme, rien du tout. Tout va bien. Bon, après j'espère que la population va se réveiller parce qu'on dégringole et il faut arrêter, quoi. Oui, vous trouvez par exemple que ce qui se passe là, confinement et peut-être couvre-feu, ça vous paraît... Ah mais c'est démesuré, c'est totalement... enfin, on est dans une dérive totale. Moi, j'espère juste que notre police, notre gendarmerie va se réveiller aussi et arrêter d'obéir à des ordres pareils, quoi. C'est une catastrophe. Oui, les amendes à 125 € partout, tout le temps, oui. Enfin. Oui, c'est que ça, c'est que de la répression. Donc, votre invité en parlait. D'accord, on teste, on isole, on machine. On ne traite pas. Le seul traitement qu'on a, c'est un traitement de carnet de chèques. À chaque fois qu'on met le nez dehors, et si on a oublié ou si on a dépassé de quelques minutes de rentrer chez soi ou du travail, on se prend 135 € alors que... Voilà, 10% du SMIC. Oui, pardon. 10% du SMIC, 135 €. SMIC, comme dit. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais justement, Jean-Loup Bonamy, là, par rapport à ce que disait Fabrice, il y a quelque chose qui serait, on le voit très bien, et lui, effectivement, et heureusement, Fabrice, il le prend bien, et il y a de quoi le prendre, enfin, ce qu'on a entendu. Mais vous imaginez, pour le moral de la population, pour la manière dont on prend l'autorité, pour la manière dont on se dit mais où on va avec ça, il y a quand même des ravages là-dedans qui vont se passer et qui se passent déjà dans les esprits. Bien sûr, parce que là, la situation n'est plus du tout la même qu'au mois de mars. D'un côté, on a la réactivation de la menace terroriste et qui vient encore compliquer les choses. Et d'un autre côté, surtout, on a un pays qui désormais, après les 2 mois de confinement du printemps, est exsangue sur le plan sanitaire, des soignants épuisés, sur le plan économique, social, psychologique. Donc... et en plus avec une autorité qui n'offre aucun espoir. C'est-à-dire, moi j'entendais Jean Castex, j'étais vraiment très surpris puisqu'il rencontre des soignants et moi je m'attendais à ce qu'il leur dise des choses, écoutez c'est difficile mais on va dépister massivement la population, on va traiter en amont pour que vous receviez moins de gens en réa, on va mobiliser l'armée pour faire des hôpitaux militaires de campagne comme l'ont fait les Suédois, l'armée suédoise a monté des hôpitaux de campagne à Stockholm, ça s'est très bien passé, on va tester comme les Slovaques. Non, qu'est-ce qu'il leur dit littéralement, il leur dit, vous allez souffrir, je le sais, c'est comme ça.
mais c'est terrible psychologiquement. Et mobiliser, c'est bien. Hein. Comme on le disait, quand Churchill disait du sang, de la sueur et des larmes, c'était parce qu'il avait une stratégie et un espoir de victoire, et après d'une vie meilleure, d'une victoire contre l'Allemagne nazie. Or, là, qu'est-ce que c'est la stratégie, à part se terrer derrière la ligne Maginot, compter les morts, attendre que ça se passe dans une stratégie qui est purement défensive, passive et attentiste, et donc on attend que ça se passe. C'est terrible. C'est terrible. Clémence. Allez, on va faire un petit tour en Guadeloupe maintenant. On va donner la parole à Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, donc, moi, je voulais intervenir sur le coup de, on va dire, le coup de gueule d'Olivier Véran hier à l'Assemblée, et concernant sa réaction en exigeant que tous les parlementaires sortaient. C'est cette autorité qui, je trouve, aberrant et exagéré. De toute façon, on se demande même si l'exécutif est conscient de son rôle, parce que son rôle, ce n'est pas d'ordonner aux parlementaires quoi que ce soit, parce que les parlementaires sont là pour justement contrôler ce qu'ils font et savoir si c'est bon. Alors, et je voulais aussi dire que... Non mais juste un mot avant de continuer, juste un mot. Mais je veux dire, c'est pire. Il leur dit sortez, mais ils sont chez eux. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous. Je rappelle que les parlementaires sont chez eux à l'Assemblée nationale. Et le type, il arrive et il leur dit sortez. Mais attendez, vous êtes chez moi, mon vieux. Je veux dire, c'est quand même énorme, ça. Non, mais c'est monstrueux, quoi. Mais Lino, je voulais venir aussi sur le fait que votre invité disait qu'il n'est pas médecin et au début de l'entretien, vous lui demandiez de quoi je vous mêlais, enfin, entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais je voulais vous dire, il y a des citoyens qui sont pas médecins ni soignants, qui ont plus de bon sens que les soignants et les médecins, parce que pourquoi? Parce que les médecins, ils sont payés par les lobbying. Il ne faut pas oublier ça. Pas tous, mais une partie. Enfin, nous, on a été conseillés par beaucoup de soignants et beaucoup de médecins qui partagent totalement nos vues. Hein. J'ai très bien entendu. Et même le frère de votre auteur, de Renaud Girard. Donc on a bien entendu. Non, mais vous dites qu'effectivement, mais là où il a raison, c'est qu'il y a des médecins, soyons clairs, et moi je le redis, il y a des médecins qui passent à la radio et à la télévision et qui ne disent pas, alors que la loi leur exige. Vous savez que la loi l'exige. La loi exige que quand vous parlez d'un sujet sur lequel vous avez conflit d'intérêts, ça veut dire que vous avez tout à fait le droit, en tant que médecin ou chercheur, de travailler avec un labo qui vous paye, un laboratoire, entreprise pharmaceutique. Sauf que si vous parlez du domaine médical sur lequel vous traitez ou dans lequel vous traitez, vous êtes obligé de le dire. Voilà, je travaille ou je collabore et ça, personne ne le fait. Or, la loi l'exige. Il faut le savoir. Exactement. Et troisième question, moi, j'aurais bien voulu savoir s'il y a un organisme qui est capable de revenir sous les paroles du ministre de la Santé quand il a promis le nombre de lits que lui reprochait hier le LR, le député, enfin le chef de Bruno Retailleau. Voilà. Ah non, des députés, exactement. Allez-y. Et à partir de là, parce que lui, il a promis des choses. Il a eu des interventions télévisées ou enfin, on va dire médiatiques, sur lesquelles il disait des choses et qui promettait des choses. Bon, après, il est revenu sur ses mensonges parce qu'il a menti en disant que le masque n'était pas nécessaire au début. Après, les tests n'étaient pas nécessaires. Tout ça, c'était à l'époque qu'il n'y avait pas. Et c'était leur façon de mentir et de faire croire et comprendre que ce n'était pas nécessaire. Par contre, il a promis un nombre de lits. Qui c'est qui contrôle les promesses qu'il fait et qui ne tiennent pas? Où est le bureau de vérification des promesses? Où est le BVP? Parce que j'ai entendu M. Barr ce matin, le sénateur, qui disait effectivement, qui expliquait la loi, mais ce serait bien aussi de revenir sur ce qu'ils disent. Ça, ce serait bien aussi de leur faire porter le chapeau. Voilà. Jean-Loup Bonamy, c'est vrai que ce que dit notre auditeur, c'est vrai que c'est pas sujet votre livre, mais enfin tout est lié quand même. Qu'il y ait un BVP, un bureau de vérification des promesses, ce serait peut-être pas mal, ça. Alors normalement, en démocratie, ça s'appelle le peuple
qui d'ailleurs, d'après la Constitution de la Ve République, est le seul souverain en France, article 3. Et simplement, je voulais revenir un peu sur la colère de Monsieur Véran. Moi, j'ai été très surpris. En fait, là encore, je pensais que Monsieur Véran, en arrivant dans l'Assemblée nationale, allait dire, par exemple, parce que nous, on a eu le témoignage de nombreux infirmiers et aides-soignants, je vais embaucher des femmes de ménage pour décharger le personnel soignant de toutes les tâches non médicales. Par exemple, refaire les lits. Donc, toutes les tâches non médicales qui surchargent des soignants déjà épuisés. Moi, c'était une proposition concrète que je faisais dans le Figaro la semaine dernière, parmi beaucoup d'autres. Embaucher des femmes de ménage pour refaire les lits et décharger le personnel soignant de tout ce qui n'est pas strictement soin médical. Donc, je pensais que M. Véran allait par exemple dire ça, ou nous parler de la Slovaquie. Ou nous parler de Taïwan, pays de 21 millions d'habitants, en face de la Chine, donc en face du berceau de l'épidémie, où il y a eu seulement 7 morts du Covid-19. En tout. 7 sur 21 millions d'habitants. Donc je pensais qu'il allait nous dire ça. Ou comment faire pour détecter le plus tôt possible les malades et leur donner de l'oxygène. Au lieu de ça, j'ai vu un ministre qui perd ses nerfs. Alors en période de guerre, puisque paraît-il on est en guerre, c'est gênant. Et alors on dit qu'il est très fatigué. Je pense que c'est tout à fait vrai, mais simplement je crois qu'en 1943, le général de Gaulle, il devait être très fatigué aussi, et que la Seconde Guerre mondiale était légèrement plus stressante que le Covid-19. Pas le souvenir d'avoir vu le général de Gaulle se comporter ainsi, et j'ai très rarement vu d'hommes politiques se comporter ainsi, et demander aux représentants de la nation, qui étaient chez eux dans le Parlement, élus par le peuple, de sortir. D'autant plus en brandissant le cas d'un malheureux jeune homme de 35 ans en réanimation. Simplement, toute l'année, tous les jours, il y a des gens de 18 ans en réanimation parce qu'ils ont eu un accident de la route. Bien sûr. On n'a jamais interdit les voitures pour autant. Par contre, on n'a jamais interdit les voitures pour autant. Par contre, on refait les routes, on lutte contre l'alcoolémie au volant, on fait des voitures plus solides avec des airbags, on prend des mesures ciblées et non pas des interdictions générales qui ne servent à rien. Surtout. D'ailleurs, on n'a pas interdit la cigarette et pourtant il y a 75 000 morts de tabac par an. Voilà. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, nous retiendrons votre comparaison entre le général de Gaulle et Olivier Véran. Je ne sais pas à qui ça va faire plaisir. Allez, continuez de nous appeler en tout cas 0826 300 300 puisque notre invité Jean-Loup Bonamy et André Berkoff évidemment restent avec nous. André Berkoff, toujours avec son invité Jean-Loup Bonamy qui nous parle de la psychose qui fait dérailler le monde et c'est son livre aux éditions Gallimard. Et puis vous nous appelez aussi, 0826 300 300. On donne la parole à Isabelle qui appelle de Paris. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Allô. Isabelle. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être sur votre radio et merci pour toutes ces bonnes émissions, très intéressantes toujours. Merci Isabelle. Alors, en fait, je voulais encore rebondir sur Olivier Véran et plus largement sur la gestion de la crise. Oui. Et puis, bon, j'ai entendu d'autres auditeurs qui ont rappelé qu'effectivement, c'est quand même le rôle des parlementaires d'être là et de réagir. Mais je voulais dire que nous aussi, en tant que citoyens, on a aussi, entre guillemets, notre bon sens, notre droit aussi à réfléchir et à suivre ou à ne pas suivre, et puis surtout à se faire une opinion. Parce que Olivier Véran, depuis qu'il est arrivé, je me dis qu'il devrait avoir un peu d'humilité quand même, et de ne pas se positionner comme quelqu'un qui sait tout mieux que tout le monde, et qui s'attend à ce que tout le monde lui obéisse comme ça, au doigt et à l'œil. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même très bizarres ou pas facilement compréhensibles dans ce qui s'est passé. Bon, quand on voit au début de la crise, il y avait pas de masque, rien n'était préparé pour les soignants, ils n'avaient pas de matériel, ils promettaient à chaque fois des masques et du matériel qui devait arriver, qui n'arrivait pas. Donc son prédécesseur avait mis la chloroquine en produit vénéneux, lui il l'a carrément interdit, et notamment aux médecins généralistes. Moi je trouve que c'est incroyable, parce que je voudrais dire à Olivier Véran que moi je trouve même si je suis qu'une personne, voilà, je ne suis pas un parlementaire, mais je trouve que c'est pas à lui de décider ça comme ça. De légiférer là-dessus, voilà. c'est sûr. Ouais. Surtout que
ce produit existait depuis longtemps et donc voilà. On a l'impression que c'est pour nous protéger et moi je ne comprends pas parce qu'à côté de ça on a appris quand même que la France avait commandé je ne sais pas combien de plaquettes pour les soldats, mais c'est peut-être des millions de... Une tonne. Une tonne, bah oui, vous savez mieux que moi, même c'est une tonne. Alors moi je me demande, on veut nous protéger et les soldats, eux, on les protège pas si c'est pour protéger les gens, si ça tue comme ça. Vraiment, je trouve ça très bizarre. Ensuite, je me pose aussi la question sur le remdesivir, parce que maintenant, on sait quand même que ce produit ne marche pas et que même il peut être dangereux. Et là, il a eu l'autorisation d'ailleurs du AMEP de médicaments et il a eu l'autorisation de l'Agence nationale de santé, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège pas là, à dire que peut-être ce produit est dangereux, qu'on peut peut-être faire attention. Voilà, je comprends absolument pas que ce produit qui est nouveau, qui n'a pas marché dans d'autres pathologies, et là tout à coup nous on nous le conseille, enfin on l'a pas interdit en tout cas, et puis même il semble qu'il y a eu des précommandes, j'ai cru comprendre, de la France pour ce produit. Tout à fait, et de l'Allemagne et d'autres pays, tout à fait, oui, absolument, voilà. Absolument. Eh bien écoutez, moi je me posais cette question et je me dis mais comment ça se fait qu'on précommande ce type de produit alors qu'on interdit un autre produit et que maintenant, si j'ai bien compris, l'hydroxychloroquine n'est même plus disponible pour être délivrée à Marseille. Alors voilà, toutes ces questions. Alors je voudrais aussi lui dire à Olivier Véran que par contre, il a autorisé le Rivotril pour, je ne sais pas comment dire le mot, dans les mais EHPAD. Oui, dans les EHPAD, c'est pour les tuer les gens. Ah non, moi ça, je trouve ça bizarre que d'un côté on fasse des exceptions pour aider les gens à mourir, qu'on ne les soigne pas. Voilà, parce que comme disait votre invité, depuis longtemps les médecins disent qu'en cas d'épidémie ou de pandémie, il faut tester, isoler et traiter. Et Olivier Véran, comment fait-il pour faire ça? C'est quoi son plan d'action? Parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire les trois en même temps. Alors parfois on teste beaucoup, mais d'après ce que je comprends, derrière les gens ne sont pas isolés. Jusqu'à présent j'ai l'impression que la plupart ne sont pas traités parce que voilà les quelques traitements quand ils ne sont pas hospitalisés. Voilà, enfin bref, je trouve que tout ça est bizarre et en plus moi en tant que personne j'attends d'avoir quand même des chiffres précis. Où se contamine-t-on? Enfin c'est quoi exactement? Parce que le ministre de Transport il dit qu'il y a 0,1% ou 2%, je ne sais plus, de cas dans les transports. Oui. 80% des contaminations au domicile familial. Voilà. 80% des contaminations au domicile familial. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on critique le confinement sur le plan sanitaire aussi. Ouais, voilà. Et puis, donc les gens, de toute façon, si c'est au domicile familial, ils ont peut-être été quelque part. Enfin, je trouve que je comprends pas. Isabelle, on va... c'est D'accord. pas clair tout ça. Voilà, D'accord. Excusez-moi, je dure longtemps. Voilà, Non, on vous a bien entendu. En fait, le problème qui est posé, qu'Isabelle pose, et qu'elle pose bien d'ailleurs, c'est effectivement, est-ce que entre... Parce que ça, c'est un problème de fond d'ailleurs. Est-ce que entre le patient et le médecin traitant, arrêtons-nous déjà là. On va voir, la plupart des gens, on va pas à l'hôpital, on va, heureusement, enfin, je veux dire, on va à l'hôpital quand il y a quelque chose de... Je parle pas des urgences, c'est encore autre chose. Je vais voir mon médecin traitant, mon généraliste ou autre, etc. Est-ce que j'entends un ministre de la Santé qui me dit, effectivement, ne parlons pas, oui, ça, ce produit, il est prescriptible, l'autre, il n'est pas autorisé, celui-là est toxique, etc. Est-ce que ce n'est pas, et c'est un vrai problème de fond, qui doit décider? Est-ce qu'une autorité, qu'elle soit ministre de la Santé ou autre, peut décider cela en enlevant effectivement tel ou tel, alors que est-ce que ce n'est pas le médecin généraliste ou pas, d'ailleurs le médecin traitant, qui a peut-être autant de compétences que le ministre pour décider si un produit est toxique ou pas? Alors, je vais répondre à votre question et je vais y répondre aussi de manière plus globale. En fait, pour nous, il y a un vrai problème qu'on aborde dans le livre avec la technostructure du ministère de la Santé et son mépris pour les médecins libéraux, pour les infirmiers libéraux, pour les cliniques privées, pour les laboratoires vétérinaires, agricoles et viticoles. Alors, je vais donner un seul exemple. Au mois de mars-avril, alors que les hôpitaux parisiens sont surchargés, saturés,
eh bien, les cliniques privées, elles avaient des lits. Voilà, elles avaient des lits. Alors, elles étaient, en fait, elles avaient déprogrammé leurs opérations à cause du confinement. Le personnel était au chômage technique, au chômage partiel, donc disponible. Et surtout, les patrons de cliniques privées lançaient des appels dans la presse, par exemple dans le journal Le Monde ou dans le Figaro, en disant nous sommes prêts, nous avons des moyens, nous avons des personnels, sollicitez-nous. Nous voulons recevoir gratuitement, c'est notre participation à l'effort sanitaire, l'effort de guerre, nous voulons recevoir des patients. Et la technostructure du ministère de la Santé est tellement habituée au mépris des cliniques privées qu'on a refusé ces sollicitations et qu'on a préféré transférer aux frais du contribuable dans des TGV médicalisés des patients à l'autre bout du territoire de Paris à l'autre bout de la France, alors que des cliniques privées étaient prêtes, disponibles, volontaires, 50 mètres à côté de l'hôpital. Et gratuite à 50 mètres de l'hôpital. Mais c'est quoi ce mépris, Jean-Loup Bonamy? D'où il vient? C'est quoi ce mépris quand même? Qu'est-ce que c'est que ce mépris de dire, attendez, on est effectivement en pandémie, on est en situation d'urgence, il y a le feu dans la maison, il y a une contradiction totale. À plaine, et on dit ah oui, non, mais nous on n'a pas besoin de vous, ça va. Oui, donc en fait il y a une contradiction totale. Refus, à part à Mulhouse au printemps, de faire appel à l'armée pour monter des hôpitaux de campagne. L'hôpital militaire de 30 lits, c'est tout ce qu'il y a eu. De 30 lits, alors que les Suédois, je crois que c'est un pays démocratique, moderne, ont fait appel massivement à leur armée à Stockholm. Et je veux bien, et les Chinois, je sais que la Chine n'est pas la France, mais ils ont fait un hôpital en 15 jours. Voilà. Je pense qu'il y a une déconnexion totale entre une bureaucratie qui est pléthorique. Vous savez qu'en France et en Allemagne, en fait, il y a le même nombre de gens employés dans les hôpitaux, sauf qu'en Allemagne, curieusement, il y a 100 000 soignants de plus, parce qu'en Allemagne, ces 100 000 soignants sur le terrain, eh bien, en fait, en France, ils sont remplacés par 100 000 personnels administratifs en plus. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait une administration dans les hôpitaux, mais pas à 30%. Mais pas à 30%. L'administration de l'hôpital en Allemagne, c'est à peu près 20%. L'administration de l'hôpital en France, c'est à peu près 33%, avec des financiers qui ne pensent qu'à une chose, supprimer des lits, couper des moyens, qui, en même temps, méprisent complètement les cliniques privées et qui sont complètement alors qu'inapte à faire face à une situation d'urgence. On pourrait très bien, par exemple, pour donner de l'oxygène à des patients, mobiliser les infirmiers libéraux, les médecins libéraux, les internes en médecine, les étudiants de dernière année. Mais Jean-Loup Bonamy aussi, on est d'accord là-dessus. Les médecins et infirmières traités récemment. Oui, mais nous sommes d'accord. Mais pourquoi on ne laisse pas les médecins traiter les malades sans leur dire ça va et ça ne va pas? Alors, en fait, c'est dans la suite de ce que j'ai dit. Pour moi, il y a un mépris complet de la technostructure pour les cliniques privées et, donc pour répondre à votre question, pour les médecins libéraux. C'est-à-dire que la liberté de prescription des médecins libéraux, pour le technocrate du ministère de la Santé qui n'a peut-être jamais vu un malade de sa vie, la liberté de prescription de quelqu'un qui l'est habitué pour des raisons sociologiques, culturelles, à mépriser. C'est-à-dire les technostructures du ministère de la Santé, elle n'est obsédée que par une chose, l'hôpital public, qu'elle gère, fort mal d'ailleurs, et où elle ne fait que supprimer des moyens. Et dès que c'est autre chose, la clinique privée, la liberté de prescription des médecins, les internes de médecine... tout ça, ça n'existe pas aux yeux de la technostructure, qui n'est habituée qu'à une chose, supprimer des lits et des postes, et qui ne sait certainement pas en créer. Et donc on est dans une déroute qui est avant tout une déroute intellectuelle, stratégique et logistique, exactement comme l'étrange défaite de Marc Bloch en 1940. Et voilà pourquoi on s'est retrouvé en 1940 où on était, et voilà pourquoi j'espère qu'on ne se retrouvera pas ici, effectivement, là-dedans. Voilà, merci Jean-Loup Bonamy. Merci beaucoup Jean-Loup Bonamy. Je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui voudraient prendre note, Quand la psychose fait dérailler le monde, et c'est aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à vous André Berkoff. On vous retrouve demain évidemment dans tous vos états, et puis pour ceux qui voudraient réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, en podcast sur sudradio.fr, et puis d'ici là Sud Radio continue. Vous écoutez Brigitte Lahaye qui pose cette question: désir masculin, désir féminin, quelle différence? Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.